Les Tatars vivent principalement en Russie, au Tatarstan et en Crimée, où ils sont près de 250 000, mais surtout en Turquie, où ils sont près de 5 millions. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Tatars se battirent aux côtés de leur patrie, l'Union soviétique, mais pour les Tatars de Crimée, certains d'entre eux rejoignirent le camp fasciste et se battirent aux côtés des nazis contre leur patrie, l'Union soviétique. C'est pourquoi Joseph Staline décida de déplacer de force une partie des Tatars de Crimée et de les disperser dans toute l'Union soviétique, principalement en Asie centrale, mais jusqu'en Sibérie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la CIA récupéra les nazis qui luttaient contre les soviétiques et certains des leaders des Tatars de Crimée au sein d'un groupe que l'on a appelé l'American Committee for the Liberation of the People of Russia, c'est-à-dire l'AMCOM-LIB. C'est ce groupe, autour de Gerhard von Mende, l'ancien chef de l'Ostministerium, c'est ce groupe qui organisa Radio Liberty, qui est devenu par la suite Radio Free Europe. Durant toute la guerre froide, la CIA utilisa ces nazis et ces islamistes pour saboter l'économie de l'Union soviétique. Puis, en 1954, lorsque la CIA récupéra et s'allia avec les frères musulmans, la CIA installa à Munich une mosquée qui servit de base pour toutes les opérations islamiques en Union soviétique, mosquée qui fut confiée à Saïd Ramadan, puis aux frères musulmans. C'est le thème du livre « Une mosquée à Munich » que Ian Johnson a écrit. Ce n'est pas un livre très amusant à lire, mais il est très bien documenté. Et vous pouvez trouver les archives de la CIA sur le site internet du Wilson Institute. Dans les années 60, les Tatars anti-soviétiques se regroupèrent derrière Mustafa Djemilev, qui est connu sous le nom turc de Mustafa Abdülcemil Semiloglu. Ils se regroupèrent au sein de l'Union de la jeunesse des Tatars de Crimée et en 1969, Djemilev se lia avec Andreï Sakharov, ce qui lui vaut l'image d'être un homme non violent. Il fut condamné 7 fois pour ses liens à la CIA et il fit au total près de 10 ans de prison en Union soviétique. Mikhaïl Gorbatchev l'autorisa en définitive à rentrer en Crimée. En 2004, il participa à la Révolution orange organisée par la CIA et sur les conseils de Gene Sharp. Il devient alors député des Tatars au Parlement ukrainien. Le 8 mai 2007, le 8 mai c'est l'anniversaire de la chute des nazis, le 8 mai 2007, il participa, alors à vrai dire je ne sais pas si lui-même était présent ou si uniquement son organisation était représentée, en tout cas son organisation participa au congrès constitutif d'un certain front anti-impérialiste organisé par la CIA à Ternopol, à l'ouest de l'Ukraine. Toutes les organisations nazies et islamistes participaient à ce congrès et Doku Umarov, l'émir du Caucase et l'ancien président de l'émirat islamique d'Itchkérie, c'est-à-dire de la Tchétchénie, ne put s'y rendre, mais il délivra un message qui fut lu en soutien et en accueil aux différents congressistes. Le front élit comme président le nazi Dmitri Yarosh, qui par la suite, vous le savez, a participé au coup d'État à Kiev et est même devenu secrétaire adjoint du Conseil de sécurité nationale de l'Ukraine. En 2013, Mustafa Djemilev, qui était donc devenu député ukrainien, lança une violente campagne contre l'État ukrainien pour empêcher que celui-ci reconnaisse le génocide arménien. C'est là que vous voyez jusqu'où va ce non-violent qui s'affiche avec des nazis et qui refuse de reconnaître le génocide arménien.
Lors du coup d'État de fin 2013-2014 en Ukraine, de jeunes Tatars qui étaient venus se battre en Syrie au sein de l'armée syrienne libre, ces jeunes Tatars ont été rapatriés par les services secrets turcs qui les ont ramenés à Kiev où ils ont assuré le service d'ordre de la place Maïdan aux côtés des nazis. Par la suite, M. Djemilev s'est opposé au référendum de rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie et il a donné à ce sujet une conférence de presse avec Ahmed Davutoglu à Ankara pour appeler au boycott du référendum. Le 14 mars 2014, il était présent à Bruxelles, au siège de l'OTAN, où il était reçu par le Conseil atlantique, et c'est à la fin de cette réunion que le Conseil atlantique a condamné le référendum en Crimée. Le 3 juin 2014, à l'occasion d'une visite du président Obama en Pologne, il a reçu des mains du président polonais, M. Komorowski, il a reçu le prix Solidarność en présence de Lech Walesa, de John Kerry, du président ukrainien M. Poroshenko et du vice-premier ministre turc Bülent Arınç. Le 1er août 2015, c'est-à-dire la semaine dernière, M. Djemilev a présidé le Congrès mondial des Tatars à Ankara et à côté de lui se trouvait aussi bien le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavlo Klimkin, que le vice-premier ministre turc, Numan Kurtulmus. Plus de 700 personnes participaient à ce congrès, dont près de 200 organisations. À l'issue du congrès, M. Djemilev a annoncé la création d'une brigade musulmane internationale qui serait basée à Kherson, c'est juste en face de la Crimée, et c'est là que se trouve actuellement le gouvernement de Crimée en exil. Il comprendra des volontaires du Tatarstan et de Tchétchénie, c'est-à-dire des Russes, mais aussi des Ouzbeks, des Azerbaïdjanais et des Meshkets, c'est-à-dire des Géorgiens. Enfin, M. Djemilev et son adjoint, Refat Choubarov, ont été reçus par le président Erdogan avec une délégation tatare. L'histoire ne nous dit pas si M. Erdogan a l'intention de puiser à l'intérieur de Daesh pour fournir les hommes nécessaires à cette brigade internationale musulmane, ou s'il va introduire dans cette brigade de nouveaux éléments recrutés en Asie centrale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette brigade ne défendra pas les intérêts des Tatars de Crimée, mais est constituée pour lutter contre la Fédération de Russie. Ceci nous montre que M. Erdogan n'est pas simplement le véritable émir de Daesh, il est réellement le coordinateur du terrorisme islamiste international.